Cette évocation de l'année 1954 dans le domaine du sport automobile va nous emmener successivement au Mans, où nous suivrons les 24 heures, puis à Reims pour assister à la première course des Jaguars Type D et au grand retour des flèches d'argent de Mercedes-Benz, qui renouait ainsi avec la compétition qu'elle avait délaissée depuis 1939. Nous suivrons ensuite le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, celui d'Italie à Monza, et nous terminerons avec les essais des nouvelles séries B de l'écurie Connaught. Voici donc, raconté avec ses propres images, ce que fut l'année 1954 de John Tate, un véritable passionné de l'automobile. L'aérodrome, juste de l'autre côté de la route, derrière les tribunes, est aussi rempli d'avions que le parking l'est de voitures. La pression monte alors que nous approchons du stand Aston. Mais nous sommes surtout venus pour les nouvelles Jaguars. Contrairement à la Type C, la version D est une monocoque en aluminium. Et si les Ferrari ne bénéficiaient pas de leurs 4,9 litres surpuissants, les Jaguars domineraient certainement grâce à leur excellente tenue de route et à leurs freins à disque très efficaces par temps de pluie. William Lyons et son pilote Peter Walker ont l'air heureux. Peut-être ont-ils entendu les prévisions météorologiques. Ferrari présente 3 voitures, des 375+, équipées de moteurs 4,9 litres, pilotées entre autres par Froilan González, Maurice Trintignant, Umberto Maglioli et Paolo Marzotto. Et parmi les voitures usines, il y aura le coupé 375 MM 4,5 litres de Luigi Chinetti, avec au volant le comte Innocente Baggio et le playboy Porfirio Rubirosa. Gordini aligne 4 voitures et Briggs Cunningham une Ferrari 375+, dotée d'une carrosserie Cunningham, en plus de ses propres C4R. Le millionnaire américain semble sûr de lui à l'approche de cette 5e tentative pour remporter les 24 heures. Bill Sperr, confiant, contemple le nouveau V8 Chrysler à quadruple carburateur inversé de la Cunningham. Aston Martin ne présente pas moins de 5 voitures. La V12 Lagonda de Eric Thompson et Dennis Paul et 4 DB3S, dont 2 coupés. Ultime concertation tactique de Roy Salvadori, Reggie Parnell et John Wyer, directeur d'Aston. Une des DB3S arbore les couleurs américaines, celles du Texan Carroll Shelby et du Belge Paul Frère. Le prince Bira du Siam discute avec David Brown, patron d'Aston Martin. Il y aura une DB3S privée. Fraser Nash revient avec 3 voitures équipées d'un 2 litres Bristol, un moteur qui commence à se faire vieux. Ces 24 heures voient aussi les débuts de l'écurie britannique Kift, dont la réputation en Formule 3 de 500 cm3 n'est plus à faire, et d'une petite française, la barquette Constantin Spécial, dotée d'un puissant moteur Peugeot. Porsche défend son titre en 1500 et présente également 2 1100. C'est bientôt l'heure, la télévision s'apprête et les pilotes se mettent en place, prêts à sprinter pour rejoindre leur voiture. Ça y est, ils sont partis. La voiture numéro 1 de Briggs Cunningham prend un départ canon. Mais elle est bientôt avalée par la Ferrari rouge de González qui prend la tête des 57 participants alors que les voitures passent sous la passerelle d'un lobe. À la fin du premier tour, les Ferrari occupent les 3 premières places alors que la Jaguar de Moss pointe en 4e position. Tony Rolt, vainqueur l'an dernier, est en 5e place. Ken Wharton est 6e, le nez de sa voiture endommagé à la suite d'un petit accrochage dans le premier tour. Rapidement, Moss et Rolt délogent la Ferrari de la 3e place et la relèguent en 5e position, alors qu'Eric Thompson sort de la route dans le S avec son incontrôlable Lagonda et doit abandonner. Ses feux arrière cassés sont irréparables. Le ciel est de plus en plus noir, le crachin se met à tomber, ce qui n'empêche pas González de battre régulièrement le record du tour. Les coupés Bristol sont comme toujours des modèles de régularité, mais ils comptent déjà un tour de retard sur les types D. Manzon prend lui aussi un tour sur les retardataires, dont la petite Constantin.
Derrière les Ferrari et les Jaguars, on trouve la première Cunningham en 6e position, qui n'est autre que la Ferrari de l'écurie anglaise, déguisée pour ressembler à une Cunningham. Au volant, Johnny Fitch et Phil Walters. Le coupé DB3S numéro 21 est piloté par Graham Whitehead, mais Jimmy Stewart l'enverra par la suite dans le décor. Le vainqueur de l'épreuve en 52, Louis Rosier, a pris le relais de Robert Manzon sur la Ferrari numéro 3. La Scuderia occupe de nouveau les 3 premières places et Stirling Moss leur fait la chasse avec un seul phare anti-brouillard. Quant à l'autre coupé Aston, il sera lui aussi expédié dans le décor par le prince Bira, à moins de 50 mètres de l'endroit où Stewart et une des DB Pollard avaient terminé leur course. Ce sont ainsi 3 Aston qui vont disparaître avant la tombée de la nuit. La meilleure prestation de la marque étant à mettre au crédit d'un inscrit de dernière minute, Carroll Shelby, qui a remplacé une Lagonda. Le moteur Ferrari de la Cunningham connaît lui aussi quelques ennuis. Un culbuteur cassé l'oblige à tourner sur 11 cylindres seulement. Pendant ce temps, la voiture de tête, conduite par Gonzalez, facilement reconnaissable à son casque jaune, est rattrapée par la Jaguar Type D de Moss. La pluie tombe de plus en plus quand nous approchons de Maison Blanche, un virage qui a souvent marqué la fin de la course pour de nombreux pilotes. Cette année, il va être fatal aux Aston Martin. Stewart est encore en course, mais plus pour longtemps. Les Ferrari dominent toujours, mais la pluie favorise les Jaguars qui commencent à grignoter du terrain. La Type C privée de l'écurie belge n'arbore pas sa robe jaune habituelle. Celle qui devait courir a eu un accident en venant au Mans et Coventry a envoyé un mulet en urgence. On a eu juste le temps de peindre à la hâte une bande jaune. 9 heures. Après 5 heures de course, les pilotes Jaguar se plaignent d'avoir des ratés apparemment imputables au carburant. On décide donc d'enlever les filtres. Puis Moss, sur la voiture numéro 12, est victime d'un problème de frein au bout de la ligne droite de Mulsanne. Il termine dans l'échappatoire. La course est finie pour lui. Jaguar semble être incapable de relever le défi qu'elle s'est fixé. Gonzalez a désormais repris la tête et seule la Jaguar de Rolt et Hamilton semble pouvoir faire jeu égal dans ces conditions difficiles. Mais les pendules sont remises à l'heure quand la Ferrari de Marzotto et Maglioli abandonne en raison de problèmes de boîte de vitesse. La nuit confère une atmosphère toute particulière au Mans. La foule s'éparpille dans les bars, les fêtes foraines et pour quelques heureux élus, dans leur lit. La matinée du dimanche va être beaucoup plus spectaculaire. Gonzalez et Trintignant sont toujours en tête avec à leur trousse la Type D de Hamilton et Rolt. La Ferrari de Rosier et Manzon est 3e devant la Cunningham de Spare et Johnston. Et la dernière Aston encore en course, la DB3S de Roy Salvadori et Reggie Parnell. Après le traditionnel petit déjeuner du Mans, café et croissant chaud, nous assistons à un arrêt de routine de la Ferrari en 3e position. Mais la routine se transforme soudain en catastrophe. La voiture ne peut reprendre la course, la malédiction affligeant les boîtes de vitesse des Ferrari ayant une fois de plus frappé. On pousse la voiture jusqu'au cimetière. Vers 10 h du matin, la Type D a repris un tour et a encore plus de 6 heures devant elle pour combler un retard de seulement 14 km. Mais Tony Rolt, poussé hors de la piste par une Talbot attardée, va perdre beaucoup de temps à attendre qu'on répare la carrosserie de sa Jaguar. Deux des 3 Ferrari 4 litres 9 sont hors course et les espoirs de Jaguar renaissent quand la Ferrari de tête s'arrête à son stand. Pendant plusieurs précieuses minutes, elle s'obstine à ne pas redémarrer. La Jaguar n'est plus qu'à 1 minute 30 et sous une pluie battante, elle se rapproche de Gonzalez. La Cunningham numéro 2 de Spare et Johnston est en 3e position, égalant le meilleur résultat de l'écurie obtenu ici l'année précédente par Fitch et Walters. Le plombier, comme on l'appelle, la cigarette au bec en dépit des risques d'incendie, scelle le bouchon du réservoir et Bill Spare s'installe au volant pour son dernier passage en course. Les chronométreurs de l'écurie Cunningham s'apprêtent à faire rentrer au stand la voiture numéro 1. Nous ne sommes plus très loin de la fin, comme l'atteste l'arrivée des gendarmes devant les stands. Derniers instants de suspense,
La Cunningham numéro 1 entre au stand et est aussitôt déplombée. Elle est conduite par Briggs et John Bennett. Ils visent une 5e place derrière la Type C belge. 3e et 5e place, ce serait un excellent résultat. Mais cela ne saurait suffire au bouillant américain. La voiture tourne comme une horloge. L'arrêt se déroule normalement. C'est Briggs qui conduira jusqu'à la fin de la course. Il s'installe. Vérifie que tout est bien en ordre de marche. Un dernier coup d'œil. Et c'est parti. Le public s'est massé dans les tribunes pour suivre les dernières minutes de course. C'est au tour de Spare de rentrer au stand avec la Cunningham numéro 2, alors 3e, pour passer l'ultime relais à Johnston. L'arrêt au stand se prolonge. On change les pneus. Quelques derniers conseils. Et il s'élance. L'heure fatidique de 16 heures approche. Et le temps est aussi désastreux que la veille. Même si ce n'est pas tout à fait vrai, on a eu l'impression qu'il pleuvait durant toute la course. Et la piste n'a jamais été vraiment sèche. Il ne reste que 18 voitures à l'arrivée sur les 57 qui avaient pris le départ. Et à quelques petites minutes de la fin, des nuages noirs s'amoncellent et l'orage éclate. C'est la panique dans le camp Cunningham. Surpris par la pluie, Sherwood Johnston est sorti de la route et doit s'arrêter au stand pour changer un phare cassé. La Type D fonce au milieu des gerbes d'eau, pendant que les mécaniciens de Cunningham se battent avec une optique de phare récalcitrante. À 4 heures précises, le drapeau s'abaisse pour clore une course humide mais classique. Gonzalez termine premier, Hamilton étant à moins de 3 km. Malgré le mauvais temps, la distance parcourue atteint presque le record établi en 1953. Bristol est la seule écurie à avoir toutes ses voitures à l'arrivée, qui terminent respectivement 7e, 8e et 9e. La Triumph TR2 finit 15e et Cunningham arrive pour recevoir les félicitations de son équipe. Comme d'habitude, on brandit fièrement le drapeau américain. Duncan Hamilton qui échoue de peu pour la 2e année consécutive. La Porsche 1500 termine en 12e position, 2 places de mieux que sa petite sœur de 1100 cm3, la Porsche 356. Comme le veut désormais la tradition, la ligne d'arrivée est rapidement envahie par les spectateurs. Au revoir Le Mans, à l'année prochaine. Trois semaines plus tard, mon Aston Martin DB24 et moi sommes de retour en France. Loin du Mans et de sa bruyère, nous sommes en route pour Reims, la capitale de la Champagne. Cette année, c'est Mercedes-Benz qui crée l'événement à Reims. L'écurie allemande a choisi le circuit de Reims-Thiwa, composé de routes rapides, pour faire son retour en Grand Prix. Et on attend beaucoup des flèches d'argent. Le circuit se compose de plusieurs lignes droites très rapides, reliées entre elles par des virages serrés avec des déclivités plus ou moins fortes. Je lance mon Aston sous la passerelle Dunlop. Eh oui, il y en a aussi une à Reims. Et j'attaque un premier droite, le virage de la Revette. De là, la route monte dans un long virage à droite pour arriver au sommet de la crête
et descendre de l'autre côté de la colline. En bas, un large virage à gauche. Ensuite sur 300 mètres pour un virage à droite en épingle à cheveux, le virage de Mouison. Vient ensuite une longue ligne droite en côte qui mène à la Garenne. Sous le pont, juché au sommet de la colline, avant de descendre une interminable ligne droite de l'autre côté. Comme cela jusqu'à Tiwa, où il faut négocier un virage à droite très serré avant d'entamer une nouvelle descente et de boucler ainsi le circuit. Et voilà, au total, 8 km, une piste rapide et exigeante. Les essais du samedi sont sur le point de commencer. Roy Salvadori vérifie la préparation de sa Maserati 250F, dont le moteur à 6 cylindres en ligne est alimenté par un triple carburateur Weber. Tandis que Roy fait tourner sa voiture sur des routes encore ouvertes au public, je me demande s'il va réellement pouvoir tenir tête aux nouvelles Mercedes-Benz. Ultimes essais. Ultime vérification. Ultime réglage. Une plaque commémorative est apposée sur le bâtiment de surveillance de la course. Elle est dédiée à l'un des plus grands coureurs automobiles français d'avant et d'après-guerre, Jean-Pierre Vimille. Le camion de transport de Bristol est là, mais pas pour le Grand Prix. Avant celui-ci se déroule une course d'endurance de 12 heures pour les voitures de sport. Elle débute samedi à minuit, 14 heures avant le début de la course de Formule 1. Sur le circuit, la voiture numéro 24, la Gordini de Jean Bérat, est elle aussi en train de s'échauffer. Mais c'est à Reims même que se trouve le vrai spectacle. Le camion de transport de Mercedes et une cohorte de véhicules de soutien sont arrivés. Quelques roues se promènent, mais aucune voiture de course en vue. Le soleil se lève sur le vignoble champenois et le colore de teintes ambrées. Je gare mon Aston sur un parking qui se remplit à vue d'œil et je rejoins les tribunes pour assister à la fin de la course des voitures de sport. Aucune Aston en course, mais en revanche, Jaguar est venu en nombre, alignant les mêmes pilotes qu'au Mans. Les types D affrontent à nouveau les Ferrari, Maserati et autres Cunningham. Stirling Moss a rapidement pris la tête devant la Ferrari 3 litres de Maglioli. Mais après 2 heures de course, la boîte de vitesse de cette dernière rend l'âme, permettant à Ken Wharton de prendre la 2e position et à Jaguar d'occuper les 2 premières places. Moss a passé le relais à son coéquipier, Peter Walker, et c'est le moment qu'a choisi l'arbre de transmission de la type D pour céder, forçant Walker à abandonner sa voiture au bord de la piste. Au moment où j'arrive donc, Wharton et Whitehead sont en tête devant l'autre Jaguar, celle de Tony Rolt et Duncan Hamilton, qui a réussi à prendre la 2e place après une collision avec la Gordini de Jean Bérat, lequel a utilisé le pare-choc arrière de la type D en guise de frein
avant de négocier le virage de Tiwa. Dans le stand Jaguar, William Lyons est radieux, d'autant que le panneau d'affichage indique que la Type C numéro 9 de l'écurie belge occupe désormais la 4e place et revient sur la Cunningham de Walters et Fitch, laquelle était d'ailleurs en tête juste avant l'aube. Les négociants de la région ont déployé une offensive en règle en direction des fans de course automobile. À 1 heure de l'arrivée, la voiture numéro 3, celle de Wharton et Whitehead, n'est plus qu'en 2e position, après un interminable arrêt au stand. Elle tourne désormais à un train d'enfer, mais ne pourra pas faire mieux que 2e. Le spectacle est pour l'heure assuré par la voiture de tête, la Jaguar numéro 2 de Rolt et Hamilton, qui négocie ici le virage de Tiwa. La collision avec la Gordini a fait plus qu'endommager les lignes gracieuses de la Type D. Sous le choc, le pont arrière s'est fendu et la voiture perd de l'huile. Pourra-t-elle tenir? Une équipe qui tient, c'est Bristol, avec ses 3 coupés à l'allure étrange. Ils sont bien décidés à tous figurer à l'arrivée, comme il y a 3 semaines au moins. Dans les dernières heures de course, la Ferrari de Clemente Biondetti fait merveille. À 55 ans, le vétéran italien fait équipe avec un jeune américain de Kansas City, Maston Gregory. Ce dernier prend le relais pour la fin de la course. 33 ans séparent les 2 hommes. Gregory tourne plus vite que les Jaguars et il est sur le point de prendre la 3e place à la Type C lorsqu'il percute l'arrière de la voiture de Briggs Cunningham à quelques tours de l'arrivée. De son côté, la Maserati numéro 27 de De Portago et Chiron doit céder sa 7e place après tout juste 11 heures de course en raison d'une surchauffe du moteur. Quant à la voiture de Rolt et Hamilton, avec un couple conique défectueux, elle n'a que peu de chances de franchir la ligne d'arrivée. Elle est d'ailleurs sur le point de s'incliner devant la Type D numéro 3. Lofty England, le manager de Jaguar, ordonne aux mécaniciens de colmater la fuite du pont arrière avec du chewing-gum. Et Hamilton repart pour un dernier tour qui va durer 14 minutes, alors qu'il tournait en moyenne à 2 minutes 44. Mais au moins, la 2e place est-elle sauvée. L'écurie Porsche réussit un tir groupé, tout comme les Bristol. Mais tous les éloges vont à Jaguar. La première victoire des Type D est absolument magistrale. 3 voitures aux 3 premières places. Tandis qu'on pousse la voiture gagnante, on sable le champagne en attendant le Grand Prix. Et surtout, les flèches d'argent de Mercedes. La Scuderia Ferrari est déjà fin prête. Et on aperçoit plus loin le légendaire Alfred Neubauer assis sur la murette des stands. Mais ces nouvelles voitures sont quant à elles invisibles, cachées par la foule. Au volant des 3W196, avec leur carrosserie enveloppante, on retrouve l'Argentin Juan Manuel Fangio, le chef de l'équipe, entouré de 2 Allemands, Karl Kling, qui pilote habituellement des voitures de sport et qui n'a aucune expérience en F1, et Hans Hermann. Personne ne remarque la voiture numéro 32, pas plus que la Maserati de Owen Organization pilotée par Ken Wharton. BRM ne dispose toujours pas de sa propre voiture. Fangio a décroché la pole position avec plus d'1 seconde d'avance sur Kling et partage la première ligne avec la Maserati d'Alberto Ascari. L'ancien champion du monde italien a décrété qu'il ne porterait pas les nouveaux casques, qu'il trouve ridicules. Il s'en tient à son bonnet bleu qui fait à ses yeux parfaitement l'affaire. Il n'y a jamais eu autant de monde à Reims, et une seule question est sur toutes les lèvres: comment les Mercedes pourront-elles tenir la distance face aux voitures italiennes et leur expérience? Sous le capot argenté, le moteur à injection 8 cylindres en ligne est des plus impressionnants. Ascari, Marimon et Mieres piloteront les voitures numéro 10, 12 et 16. Les Gordini, absentes lors d'une séance d'essai, partent en dernière ligne. Chez Ferrari, González a été le plus rapide, épaulé par le vainqueur de l'année dernière, Mike Hawthorne, et par Maurice Trintignant.
chasseurs d'Alpin nous offrent une marche militaire. Une fois remis en place le volant détachable de la Mercedes, Fangio prend place à bord de la Flèche d'Argent numéro 18. L'heure du départ est proche. La voiture numéro 6, avec le nez bleu, est celle de Hawthorne. Tout le monde a encore en tête le combat homérique qu'il a livré à Fangio avant de l'emporter ici même l'an dernier. Neubauer va prendre sa place, tandis qu'on installe les voitures dans l'ordre de la grille de départ. Et le départ est donné. Les voitures tournent à un train d'enfer, tandis que Neubauer garde les yeux rivés sur le chronomètre. Quand il passe devant les stands, Kling a pris le meilleur sur Fangio. Ascari en a d'ores et déjà terminé, moteur cassé, et Paulet rentre au stand avec sa Gordini. Au 9e tour, le classement est le suivant. Fangio, Kling, Gonzalez, Hawthorne et Hermann au volant de la 3e Mercedes. Les Ferrari sont en pleine déconfiture. Le tableau d'affichage indique que Hawthorne a abandonné, moteur cassé. La bagarre de 1953 n'aura pas lieu une seconde fois. Hawthorne vient juste de revenir au stand lorsque Gonzalez le rejoint. Rupture d'une conduite d'huile. Ferrari a perdu 2 de ses 3 voitures et Mercedes place les siennes aux 3 premières positions. Wharton s'arrête à son tour, arbre de transmission tordu, tandis qu'on pousse la Ferrari de Gonzalez au garage. Puis c'est au tour de Marimon d'entrer au stand. En 3e place dans le 19e tour, il est victime d'un ennui moteur et doit s'arrêter pendant 7 minutes, tandis que le duo Mercedes caracole en tête. Le radiateur de Berra a rendu l'âme lorsqu'il a touché la Ferrari de Trintignant dans l'épingle de Tiwa, et lui aussi doit s'arrêter pour réparer de toute urgence. Marimon repart enfin, mais il a perdu 3 tours. Berra repart à son tour malgré le nez endommagé de sa Gordini. À mi-course, Kling prend le meilleur sur Fangio. Villoresi fait un arrêt éclair pour tenter de réparer des problèmes d'allumage. Peine perdue. Et puis soudain, la pluie se met à tomber. Rosier et sa Ferrari s'arrêtent, il n'y a plus que 9 voitures en course et Fangio a repris la tête devant Kling. Neubauer, comme toujours, a tout prévu. Il enfile son imperméable, indique à Fangio qu'il doit lever le pied et à Kling qu'il doit appuyer sur le champignon. Paul Frère abandonne, tout comme Trintignant, problème de piston. Il n'y a plus que 7 concurrents en course. Mais le soleil fait vite sa réapparition pour voir Fangio toujours en tête. La Ferrari de Trintignant va rejoindre ses petits camarades. Le rythme effréné de la course lui a été fatal. Le classement est maintenant le suivant. Fangio, Kling, Manzon et le Prince Bira. Comme toujours, l'arrivée de la maréchaussée indique la fin imminente de la course. Et tandis que les voitures de tête passent côte à côte devant les tribunes, Paul Frère s'arrête au stand, essieux cassés pour la Gordini. Neubauer est prêt avec son petit drapeau rouge à la main, tandis que le Prince Bira, avec sa Maserati bleue qui a pris la 3e place à Manzon, s'arrête à court d'essence dans le tout dernier tour. Il finira 4e. La foule envahit les stands pour saluer la victoire des Flèches d'Argent,
qui marque à n'en pas douter un événement majeur de l'histoire de la course automobile. Deux semaines plus tard, les écuries se retrouvent à Silverstone pour le Grand Prix d'Angleterre. Fangio a déjà gagné les 3 premiers Grands Prix de cette année et mène au championnat du monde des pilotes avec une confortable avance. Mercedes n'aligne que 2 voitures cette fois-ci, celle de Fangio et Kling. Mike Hawthorne, avec sa combinaison blanche, attend à côté de sa Ferrari. Puis arrive Stirling Moss, venant de sa Maserati 250F. Grâce à un bon départ, Gonzalez prend la tête, suivi de Moss, Hawthorne et Fangio. Sur piste sèche, Gonzalez est souverain et Hawthorne et Moss livrent une bataille acharnée pour la 2e place. La Mercedes de Fangio revient en 4e position, avec déjà quelques cicatrices. Il a percuté des bidons installés en bordure de piste. Moss se fraye un chemin entre les attardés, suivi de Parnell, numéro 33. Après leur coup d'éclat à Reims, les flèches d'argent se montrent ici plutôt décevantes. Fangio n'est que 4e, simple spectateur du combat entre Moss et Hawthorne, à la plus grande joie de Raymond Baxter, le journaliste de la BBC. Gonzalez caracole en tête. Il va vraisemblablement ajouter le Grand Prix d'Angleterre au trophée international qu'il a remporté ici même, il y a 2 mois. Et dans la lutte pour la 2e place, Moss a pris le meilleur sur Hawthorne. Peter Collins pilote la nouvelle Van Wall équipée d'un châssis Cooper et d'un moteur hybride, ayant pour base un moteur de moto Norton et des pièces Rolls-Royce. Il doit abandonner après 17 tours, joint de culasse cassée. Pendant ce temps, Hawthorne refait son retard sur Moss. Carl Kling, avec la 2e Mercedes, se débat en queue de peloton et concède même un tour à Gonzalez. Moss doit également se battre contre une boîte de vitesse capricieuse et abandonne finalement à 10 tours de l'arrivée. Kling est 7e, avec la Van Wall spéciale de Collins à ses trousses. Gonzalez l'emporte finalement après 3 heures de course devant Hawthorne et Onofre Marimon, pilote argentin qui allait tragiquement trouver la mort 2 semaines plus tard lors des essais du Grand Prix d'Allemagne. Blottie entre les Alpes italiennes et la plaine de Lombardie se trouve la région des lacs, un cadre enchanteur où j'ai décidé de faire étape avant de rejoindre Monza pour le Grand Prix. Les célèbres jardins de Côme et la majestueuse villa d'Este sont véritablement un cadre enchanteur. C'est juste au sud de là, entre le lac de Côme et de Milan, que se trouvent les anciennes chasses royales de Monza, où va se dérouler le Grand Prix d'Italie. À l'approche du circuit, les panneaux publicitaires qui gâchent le paysage italien se font de plus en plus présents. J'arrive à temps pour assister à une partie des essais. Après les problèmes de carrosserie que Fangio a connus lors du Grand Prix d'Angleterre, Mercedes a décidé de revenir à une carrosserie de conception classique, dite à roue découverte. Monza est un circuit rapide qui convient à merveille aux puissantes W196 et Fangio décroche sans difficulté la pole position. Luigi Villoresi fait le 4e temps à 1 seconde de la 250F usine de Moss. Résultat décevant en revanche pour la Van Wall de Collins. Il part en avant-dernière position. Je regarde la course depuis la courbe parabolique, le dernier virage avant la ligne droite d'arrivée. Et les Mercedes, entre-temps revenus à leur châssis enveloppant, sont en tête à l'issue du premier tour.
Mais il n'est guère besoin d'attendre longtemps pour voir la horde des Ferrari rentrer vraiment dans la course. Au 6e tour, Ascari est en tête. Puis c'est au tour de Gonzalez de doubler Fangio et sa W196 en lui faisant l'extérieur pour prendre la 2e place. Enfin, Villoresi s'empare de la 6e position. Le classement est maintenant Ascari, Gonzalez, Fangio et Moss sur Maserati. Peter Collins et sa Van Wall remontent à la 14e place. Ascari est impérial pour le plus grand plaisir des tifosi venus en masse à Monza. Mais Fangio ne se laisse pas distancer. S'il est à la peine dans les parties sinueuses, il refait son retard dans la ligne droite. La foule est en plein délire lorsqu'Ascari démontre que les toutes puissantes Mercedes ne sont plus invincibles. Et puis soudain, au 44e tour, Moss double à son tour Fangio et se lance à la poursuite d'Ascari. Il le double 4 tours plus tard, et peu après, le moteur de la Ferrari rend l'âme, sans doute soumis à trop rude épreuve. Le classement est alors le suivant: Moss, Fangio, Hawthorne, Mantovani, Gonzalez qui a doublé la Ferrari de Maglioli et Collins. Puis c'est le coup de théâtre. Le moteur de Moss rend soudain l'âme, laissant le champ libre à Fangio, qui offre ainsi à Mercedes une nouvelle victoire. Un parcours quasiment sans faute pour l'Argentin, qui a remporté tous les Grands Prix de 1954, sauf celui de Silverstone. Hawthorne termine 2e devant Gonzalez et Hans Hermann sur la seconde Mercedes. Bien que la première raffinerie de sucre construite par l'entreprise familiale Tate & Lyle se trouve à Liverpool, une ville que je connais bien, c'est la première fois que je m'y rends pour une course automobile. La journée débute avec la course des Formule 3, remportée par devinez qui, Stirling Moss sur Kieft. Je suis assis en haut des tribunes, endroit idéal pour assister à l'arrivée du steeplechase qui se court normalement ici à Aintree. Je peux donc à loisir admirer les essais. Avant le départ de la première manche de Formule 1, les pilotes sont présentés aux spectateurs à Tattersall, un endroit habituellement réservé aux bookmakers. Moss est en pole position avec sa toute nouvelle Maserati 250F et je n'ai aucun mal à repérer Mike Hawthorne, cheveux blonds, veste vert anglais et combinaison blanche, bref, sa tenue habituelle. Départ dans 2 minutes. La foule se tait. Comment cela va-t-il se passer? Puis il s'élance dans la longue ligne droite avant d'entamer le premier virage à droite. À la fin du premier tour, l'arrière de la voiture de Moss chasse, mais il devance le reste des pilotes. Ce n'est que la 2e fois que Aintree accueille une course automobile. La première remonte à mai de cette même année, mais elle s'était courue dans l'autre sens, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Après quelques tours, Stirling Moss est solidement installé en tête, suivi de Hawthorne, dont la toute nouvelle Van Wall se comporte très bien, de Shell 3e et de Sergio Mantovani 4e. Et Moss remporte donc ce trophée du Daily Telegraph, suivi de Hawthorne qui a tout lieu d'être satisfait. Moss s'avance pour recevoir le trophée et être mitraillé par les appareils photo des journalistes. Il s'est fait un nom en Formule 3,
en rallye en courant pour le groupe Roots sur une Sunbeam Talbot, en voiture de sport sur Jaguar et vise maintenant les grands prix de F1. Il voulait courir sur une voiture britannique, mais aucune ne semble convenir à son talent. C'est maintenant au tour des voitures de sport d'entrer en lice. Parmi les concurrents, on trouve en première ligne une Ferrari arborant les couleurs américaines, blanches à rayures bleues, c'est celle de Maston Gregory. Il n'y a qu'une Jaguar pilotée par Peter Walker. La célèbre OKV1 est en ce moment même sur un bateau qui l'emmène à Paris pour le salon de l'auto. À l'issue du premier tour, Peter Collins est devant avec son Aston. Gregory, deuxième, a refait son retard après un mauvais départ. Au deuxième tour, Gregory tient le haut de l'affiche, Reggie Parnell, Archie Scott Brown et Colin Chapman jouant les seconds rôles. Et c'est finalement très logiquement Gregory qui l'emporte, après avoir résisté aux attaques incessantes de Collins. Et puis soudain, 3 tours derrière tout le monde, surgit une Darracq de 1903. Enfin, je crois. Je suis heureux car je viens de recevoir ma nouvelle caméra. Une 16 mm Payard Bolex équipée d'un téléobjectif et de plusieurs grands angles. Le parfait exemple du savoir-faire suisse en la matière. Je l'inaugure à Silverstone où mes amis Mike Oliver et Kenneth McAlpine m'ont convié à venir voir l'écurie Connaught essayer ses nouvelles séries B. Cette gamme, dotée d'un moteur Alta 2,5 litres à injection, se caractérise par une carrosserie enveloppante. La petite écurie de Sand, dans le Surrey, ignore encore qu'elle est aux portes d'une saison exceptionnelle et s'apprête à marquer d'une pierre blanche l'histoire du sport automobile britannique. Elle a été créée par Mike Oliver et Rodney Clark. J'ai fait leur connaissance durant la guerre, à l'époque où nous pilotions les Spitfire de la Royal Air Force. Après la guerre, ils sont devenus concessionnaires Bugatti sous le nom de Continental Cars. Puis, quand Bugatti a décidé d'arrêter la production, ils ont décidé de fonder leur propre société de sport automobile. Ils l'ont baptisé Connaught, un savant mélange entre Continental et Auto. Parmi leurs tout premiers clients s'est trouvé Kenneth McAlpine de la célèbre famille McAlpine qui courait alors sur une Lea Francis modèle 1949. Avec le soutien de Kenneth, Connaught s'est lancé en Formule 2. En 1952, quand le programme voiture de sport a été abandonné, 27 modèles étaient sortis des usines. Depuis, l'écurie participe aux courses de Formule 1 et aux courses de voitures de sport britanniques. Les nouvelles séries B ont repris les carrosseries enveloppantes des Mercedes et l'aileron de requin des Jaguar Type D. Prochain épisode, consacré à l'année 1955, nous suivrons le National Racing à Goodwood et le Grand Prix de F1 de Silverstone. Et puis, nous irons bien sûr, comme chaque année au Mans, poursuivre une course marquée par un drame qui faillit signer l'arrêt définitif du sport automobile. À bientôt donc pour le 3e épisode des Carnets de route d'un passionné d'automobile.